Donc, alors, j'ai commencé par me dire que peut-être qu'il fallait situer un petit peu les choses dans l'espace. Fait que j'ai tracé cette carte, on a tracé une carte où est-ce qu'on illustre tous les projets actuels et les projets récents de la chaire. Puis c'est assez intéressant, en fait, de voir l'étendue du territoire québécois qu'on couvre avec ces projets. On a commencé par travailler sur des projets, surtout en lien avec l'hydrologie des tourbières. Puis tranquillement, au fur et à mesure qu'on avançait dans le développement de nos connaissances, mais on a intégré les cours d'eau, les étangs temporaires, les lacs. Donc maintenant, on a une boîte à outils, en fait, qui est assez large et qui couvre une bonne partie du Québec. Je vais prendre mon pointeur ici, qui couvre une bonne partie donc, de la province. On a aussi un projet en Ontario là, qui n'est pas bien situé ici, mais qui concerne les rivières dans le coin du lac Erie. Je vais revenir sur cette carte-là à la fin de ma présentation. Je vais en dire un petit peu plus long. Mais peut-être juste souligner ici là, que, dans le fond, il y a une diversité des milieux qui sont des milieux naturels dépendants des eaux souterraines qui sont étudiés à travers la province. Les projets sont tous en lien avec les questions de recherche de la chaire, bien sûr. Certains ont été initiés et réalisés avant le début de la chaire. Donc, ça, c'est, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, la chaire, c'est un petit peu c'est le résultat de plusieurs années de recherche sur la question. Mais ces projets-là viennent, même s'ils sont terminés, viennent articuler les actions même actuelles de la chaire. Vous savez, quand on fait de la recherche, mais pas juste en recherche, on s'appuie sur les connaissances précédentes qu'on ait contribué à les développer ou que ce soit les connaissances développées par d'autres. On monte toujours un peu, mais en s'appuyant sur la recherche qui existe. Donc, tout ça, c'est une construction à long terme, en fait. Puis ici, j'ai remis mon bloc diagramme de tout à l'heure pour montrer les zones peut-être un peu spécifiques de recharge, d'écoulement et d'émergence que je vais essayer d'illustrer un petit peu avec les projets qui suivent. Le premier projet que je voulais mettre en valeur ici, c'est un projet sur la recharge de l'eau souterraine ou recharge de la nappe. Un projet qui est en cours, en fait, dont le financement est terminé, mais qui a été mené en bonne partie par un étudiant, Emmanuel Dubois, que vous allez rencontrer demain lors des ateliers de discussion. Avec une contribution d'Ouranos, donc pour étudier les scénarios climatiques et un financement du ministère de l'Environnement dans le cadre du programme PAC. Donc, la question qu'on s'est posée dans ce projet-là au départ, c'est, en fait, on voulait comprendre la recharge sur des grands territoires, notamment dans le sud du Québec. Et vous avez la zone ici, là, qui est la zone qui a été visée pour cette étude-là. Donc, c'est tout le sud du Québec, mais au sud du fleuve, entre la frontière ontarienne, les États-Unis, et puis le bassin de la rivière Chaudière à l'est. Un très grand territoire de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés sur lesquels on avait beaucoup de passages qui étaient réalisés. En fait, comme plusieurs projets, on vient s'asseoir sur la donnée établie par le PACES. Je vais parler du PACES dans la diapo suivante. Mais on s'assoit sur ces données-là. Puis grâce à ces données-là, en fait, on peut mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'échelle du territoire parce que les données sont très similaires d'une région à l'autre. En fait, il faut se mettre dans le contexte où, avant 2009, on n'avait pas de données intégrées sur le territoire, mais maintenant, après plus qu'une décennie de travail sur ces projets, bien, on a ces données-là qui se ressemblent beaucoup d'une région à l'autre et qui nous permettent de faire des analyses à l'échelle supra-régionale. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ces données-là nous permettent aussi d'étudier qu'est-ce qui se passe à l'échelle locale. Donc, on va venir désagréger l'information puis regarder localement quelles questions se posent, mais on peut aussi faire une intégration sur des grandes échelles. Puis c'est ce qu'on a fait ici, donc avec un financement du ministère de l'Environnement. Choses intéressantes qui ont été réalisées par l'étudiant au doctorat Emmanuel Dubois et en soutien avec l'équipe, c'est le développement d'un nouveau modèle qui est un outil simple pour calculer la recharge. En fait, quand on dit simple, c'est avec quelques paramètres seulement, des protocoles faciles à utiliser, un outil aussi qui est disponible gratuitement, qui s'appelle Hydrobudget, qui fait un bilan hydrique de surface et qui permet d'estimer la recharge potentielle
potentiel à l'échelle du territoire. Donc, il est relativement simple à mettre en application, puis il nous donne une information vraiment cruciale pour faire la gestion là. Donc, à partir du développement de cet outil, qui est un travail non négligeable, il y a eu une application de scénarios climatiques. Donc, c'est là qu'on a travaillé avec Oranos. Scénarios climatiques qui nous ont permis de voir, mais on s'en va où dans le temps. Bon, des scénarios climatiques, vous les avez, vous les connaissez, vous savez que le climat se réchauffe et vous savez aussi qu'il y a probablement plus de précipitations qui vont arriver. Mais vous savez par ailleurs que c'est très incertain. Donc, ces scénarios climatiques, comme vous le voyez sur cette image ici, là, la zone en rosé, montre toute la gamme de futurs possibles. Donc, on travaille dans un contexte d'incertitude. Donc, numériquement, quand on veut faire des calculs, bien, ça demande de considérer beaucoup de conditions. C'est ce qui a été fait. Et puis, pour tous les bassins, en fait, qui sont les 8 bassins qui sont illustrés dans cette zone ici, il y a eu des simulations qui ont été faites pour évaluer la recharge de l'eau souterraine à l'échelle mensuelle et aussi à l'échelle annuelle. Mais si on jette un œil à l'image qui est en bas ici, pas besoin de regarder les chiffres précis, mais regardez les couleurs, les ondes, donc c'est un des 8 bassins versants. Les ondes en orangé sont les ondes où on a une baisse, on doit s'attendre à une baisse de la recharge des eaux souterraines. Donc, de avril à novembre, donc tout ce qui est hors saison hivernale, les résultats ont montré qu'il y a une baisse. Il va y avoir une baisse. Donc, il faut s'attendre à ça parce qu'il va faire plus chaud. Puis l'été, ben, il n'y aura pas nécessairement beaucoup plus de précipitations. Par contre, dans la période hivernale, c'est la période vraiment où on a quand même beaucoup d'incertitudes, mais c'est la période vraiment où il y a un risque, une possibilité d'augmentation de la recharge. Donc, on vient avec ce projet-là cibler des périodes de l'année différentes en termes d'évolution future de la recharge. Et si vous avez le courage de jeter un œil à l'image qui est centrale ici, qui est toute petite, là, je vous l'accorde, et on ne peut pas vraiment lire les détails, mais ce qui a été fait dans ce qui a été illustré ici sur cette image, c'est en fait tout ce qui est en couleur, c'est les scénarios pour lesquels il y a des changements significatifs statistiquement. Donc, dans l'avenir, on s'attend à ce qu'il y ait un changement qui soit significatif, donc qu'on puisse dire qu'il est différent du contexte actuel pour l'ensemble des bassins, l'ensemble des cellules, l'ensemble des scénarios. Puis, ce qui a été identifié, c'est des seuils, en fait. Puis ça, c'est la première fois qu'on le fait, que c'est fait pour le Québec. Puis c'est assez unique, je pense. C'est un résultat fort intéressant qui nous permet de dire que si les précipitations annuelles augmentent de plus de 150 mm par an, ce qui est possible, bien, on va se retrouver avec une augmentation significative de la recharge. Ça veut dire qu'il y a un certain seuil d'augmentation de la précipitation pour venir compenser l'augmentation de l'évapotranspiration qui est liée à des conditions plus chaudes. Puis au niveau des précipitations hivernales aussi, il y a un seuil. Donc, une augmentation des précipitations hivernales peut engendrer une augmentation de la recharge à condition qu'elle soit au-delà de 25 mm pour la période hivernale. Et la même chose pour les températures. Si la température moyenne annuelle augmente de plus de 2 degrés Celsius, là, on a des changements significatifs au niveau de la recharge. Donc, on peut ensuite regarder plus en détail dans quelles conditions de précipitation ces changements-là se produisent. Donc, c'est des seuils qu'on n'avait pas auparavant, puis qu'on a de manière intégrée sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est des guides, c'est de l'information supra-régionale, puis c'est des guides d'aide pour la prise de décision. Évidemment, ça ne répond pas à la question très, très locale, à savoir qu'est-ce qui se passe sur mon bassin. Donc, ça, c'est une contribution, je pense, très récente, des publications de cette année et de l'année dernière, mais très importante là, de la chaire. Donc, on est vraiment à l'amont dans le bassin versant. J'ai dit... Marie, je me permets de t'arrêter parce qu'il y a une question qui est en lien avec le projet que tu viens tout juste de présenter. Allons-y. Je pense qu'on pourrait prendre la question, c'est Julie Grenier. Oui, Julie. Oui, bonjour Marie. En fait, je me demandais juste, comme le projet s'appelle Hydro-Budget, là, on parle de la recharge, mais est-ce que vous avez estimé aussi ou considéré les prélèvements? On a eu plusieurs discussions ces temps-ci par rapport à l'information qui n'est pas toujours accessible par rapport aux grands préleveurs et tout ça. Est-ce que ça a été considéré dans le budget? Non.
Le budget ici, c'est vraiment un bilan hydrique de surface pour établir la précipitation. Est-ce qu'elle s'en va en ruissellement, en infiltration ou en évaporation? Donc, effectivement, c'est des questions cruciales dont il y a des questions dans les dernières semaines au sujet des grands préleveurs. Puis, je pense que c'est un sujet très, très important qu'il va falloir creuser pour pouvoir qu'on ait ces informations. Mais non, ça n'a pas été abordé ici. OK, merci. Il y a une question de Mme Brochu. Oui. Allô? Je présume que ces résultats-là sont avec les données de l'utilisation actuelle de la recherche en eau souterraine. Est-ce qu'il y a eu une interrogation, une hypothèse qui a été posée quant à l'augmentation de l'utilisation de la recharge? Bon point aussi. Cette étude en particulier a visé à quantifier la recharge sur le territoire, puis comment celle-ci va évoluer si elle est exposée à des changements de température et de précipitation. On n'a pas établi de lien avec l'utilisation de l'eau et établi de proportion, par exemple, sur un bassin versant, il y a 5, 10, 15, 20 % de la recharge qui est utilisée. Ça n'a pas été fait dans ce projet-ci, mais c'est une question très, très intéressante qui pourrait être analysée dans un contexte d'évolution des populations, évolution des besoins en eau, évolution d'utilisation du territoire aussi. Ça n'a pas été abordé dans ce projet. Alors, je continue. N'hésitez pas à lever la main à nouveau si vous avez d'autres questions. Donc, j'étais avec ma prochaine diapo, c'est pour les résultats des PACES. En fait, PACES, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec l'acronyme, on l'a mentionné à quelques reprises depuis le début. Au départ, c'était un programme d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines. Maintenant, on parle plus de projets d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines, mais c'est des projets financés par le ministère de l'Environnement. Par les MRC, parfois par les OBV aussi. Dans notre cas, à l'UQAM, pour les projets qu'on a menés, on a aussi eu un cofinancement à demi-taxe pour certaines bourses d'étudiants. Donc, c'est des projets qui visent à comprendre d'où l'eau vient, comment elle circule, quelle est la géométrie du réservoir dans lequel l'eau circule, puis comment elle se renouvelle, puis quelle est sa qualité. Donc, des objectifs bien précis, des protocoles bien précis aussi, avec des projets qui ont commencé, les premiers projets en 2009, et maintenant, on est en train, là, en fait, nos rapports sont dus dans 2 semaines, 3 semaines au ministère, donc on est à la toute fin de nos projets PACES. Et avec ces projets-là, on va avoir pas mal couvert tout le sud du Québec, en fait, le Québec municipalisé. Puis vous voyez sur l'image ici en haut à droite, là, la carte avec les zones en jaune où les projets sont terminés, les zones en rouge où les projets sont à la veille d'être terminés. Et certaines zones seulement là, sont encore en blanc, là, ici et là, donc notamment l'île de Montréal et de Laval. Donc, il y a quand même une bonne couverture du territoire. Puis nous, à l'UQAM, on a été impliqués dans 4 de ces projets-là. Donc, au départ, c'était Bécancour, ensuite Nicolet-Saint-François. On a travaillé sur Vaudreuil-Soulanges aussi. Puis maintenant, on est en train de terminer le PACES Laurentides-les-Moulins. En intégrant les données du projet AFSOC là, qui avait été finalisé au début des années 2000. Donc, ce sont des grands projets très fédérateurs qui ont donné lieu à plusieurs collaborations. Puis je pense qu'ils ont un peu initié la préoccupation, la prise de conscience, je devrais dire, actuelle qu'on fait sur les eaux souterraines et leur importance. C'est un peu difficile de se l'imaginer, mais pré-2009, on n'avait pas de carte intégrée, on n'avait pas de base de données, on n'avait pas accès à l'information facilement au niveau du ministère de l'Environnement. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé là, depuis le début de ces projets. Puis, ce n'est pas terminé parce que maintenant, on commence à faire de l'intégration supra-territoriale à l'échelle des grandes régions, au-delà des bassins versants. Puis, il y a encore plein de questions qui se posent pour comprendre l'eau souterraine, pour faire des suivis à long terme, pour approfondir les problématiques, etc. Ici, j'ai juste mis
5 images qui viennent de notre passage Vaudreuil-Soulanges, mais ces cartes sont typiques là, de ce qu'on retrouve dans les prochains passages. Donc, des cartes de la géologie, du degré de confinement, donc de protection de la ressource en eau souterraine, les niveaux de nappe, la recharge cartographiée, la vulnérabilité. Ici, c'est la vulnérabilité drastique qui est illustrée. Et j'en passe, là, il y a plusieurs cartes comme celle-ci. Ces cartes sont toutes disponibles au ministère de l'Environnement, sont sur le portail des connaissances sur l'eau. Et il y a aussi des bases de données pour chacune des régions qui sont disponibles sur le site du gouvernement du Québec, environnement.gouv.qc.ca ou .ca, ou vous allez sur le site du RQS et vous allez trouver les liens aussi. Donc, c'est vraiment la pierre angulaire, je pense, de notre connaissance sur les eaux souterraines maintenant. Et la chaire, bien, en fait, maintenant, c'est la chaire, mais c'est l'équipe de la chaire, mais mon équipe de recherche a travaillé sur ces projets-là depuis plusieurs années et ça a modelé notre approche de connaissances sur le territoire. Je continue avec une autre diapo. Donc là, j'ai choisi de vous parler des étangs temporaires. Alors, pourquoi les étangs temporaires parmi tous ces milieux naturels dépendants des eaux souterraines sur lesquels on travaille? Parce que c'est des projets sur lesquels on travaille en ce moment. C'est tout chaud, ça fait partie de nos préoccupations dans l'équipe maintenant. On en est à publier nos résultats, mais aussi à faire des suivis à long terme. Donc, les étangs temporaires, c'est typiquement des étangs qui s'assèchent en cours de saison. Puis, ils sont des hotspots de biodiversité en raison de l'assèchement aussi, parce que le fait qu'ils s'assèchent fait en sorte que certains prédateurs ne vont pas être présents dans les étangs. Donc, ils deviennent des pouponnières pour toutes sortes d'amphibiens, d'insectes. Donc, c'est des environnements qui sont très utiles pour la biodiversité. On les a souvent appelés des milieux humides isolés, mais ils ne sont pas isolés, ils sont loin d'être isolés, en fait. Ils ont parfois des trop-pleins, donc ils vont alimenter les cours d'eau. Puis, la plupart du temps, selon nos études, ils sont aussi connectés à l'eau souterraine, ce qui est une connexion qu'on avait jusqu'ici fortement sous-estimée pour ce type d'étangs, qui sont généralement de très petite taille, puis qui sont peu cartographiés, peu prises en compte, en fait, et quand ils le sont, leur représentation n'est pas nécessairement fiable là, dans la cartographie des milieux humides. Alors, juste quelques résultats ici. En fait, j'ai choisi de vous présenter des résultats de ce qu'on fait sur le territoire de Quénoc Nature, qui est un collaborateur. L'Institut Quénoc et Quénoc Nature sont des collaborateurs très importants dans le cadre de la chaire. Et puis ici, on a le territoire en haut à droite. Donc, j'ai choisi de vous présenter ces résultats, mais j'ai mis aussi ici en parenthèse qu'on suit, on a une quarantaine de sites où il y a des travaux qui ont été faits sur le territoire de Quénoc, mais aussi une vingtaine de sites en Montérégie. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur les sites de Montérégie en particulier? Mais je ne vous en parlerai pas plus en détail ici, mais c'est avec un financement du MFFP, donc Forêt, Faune et Parcs, on travaille sur le développement d'un protocole pour l'instrumentation et le suivi à long terme, l'instrumentation, la caractérisation et le suivi à long terme de ces sites pour comprendre c'est quoi la dynamique de ces étangs qui sont des habitats de Rainette Faugrillon, que vous savez qui est une espèce menacée et dont on entend souvent parler dans les médias. Et là, ces sites sont en Montérégie. Donc, on est en région périurbaine, périagricole, tandis que quand on est à Quénoc Nature, on est sur des étangs temporaires qui sont en région forestière, sans pression immédiate de l'agriculture ou du développement anthropique. Alors voilà, vous pourrez trouver plus d'informations, en fait, pour tous les projets là, sur le site de la chaire. S'il y a des fiches synthèses pour certains projets, des rapports, des articles, etc. Alors, juste peut-être pour mettre en lumière quelques résultats de nos travaux sur les étangs de Quénoc Nature. Donc, une quarantaine d'étangs, il y a un suivi qui a commencé en 2016, il se poursuit maintenant sur 3 étangs seulement. On a conservé 3 étangs assez emblématiques et alors on veut avoir un suivi à très long terme là-dessus. Et notre première question, en fait, c'était de comprendre c'est quoi la période d'activité hydrologique au printemps, donc ce qu'on appelle l'hydropériode. Donc, on a instrumenté les sites pour pouvoir mesurer les niveaux d'eau dans toute l'année, mais particulièrement, on parle dans la période d'activité printanière. Puis, vous voyez une image ici là, avec des box-plots selon les années pour les sites qu'on a suivis, sachant que c'est 2019 où il y avait le plus de sites, puis qu'on a commencé en 2016 avec très, très peu de sites.
En fait, on n'avait pas ces données-là, on n'avait pas d'informations sur les hydropériodes quantifiées. Et c'est très important parce que vous pouvez voir que, bon, en 2020, on a eu un été assez sec. Nos étés le sont de plus en plus. Et on a eu des hydropériodes très, très courtes. Certaines ont été très courtes sur certains bassins. Donc, si on a une période d'hydrolycité de moins de 40, 50 jours au printemps, bien, on n'aura pas, certaines espèces ne pourront pas s'y reproduire. Et donc, bien, il va y avoir un échec de reproduction pour la première année. Et si ça se reproduit sur plusieurs années, bien, on peut avoir un changement très important au niveau de la population, voire la perte de certaines populations locales. Donc, la longueur de cette période-là est vraiment très importante. Donc, nous, on cherche on a cherché à la quantifier, puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui influence la longueur de cette période-là. Donc, c'est les précipitations de l'hiver précédent, c'est les conditions hydrologiques de l'été d'avant, et c'est aussi les conditions printanières. Donc, on est à finir de distiller tout ça dans une publication qui devrait sortir très bientôt. On a aussi fait, puis ça c'est assez unique, là, de la caractérisation de la morphologie sur ces 40 étangs. Là, il faut imaginer beaucoup de temps personne à mesurer des niveaux des altitudes. Donc, on essaie de construire l'information, donc un bagage d'informations sur ces étangs temporaires. Puis on essaie aussi de les modéliser. Donc, on a ici, avec le travail d'un étudiant, d'un stagiaire postdoctoral, on a fait un développement d'un modèle hydrologique qui est bien connu chez les hydrologues, qui s'appelle SWAT, qui considère juste l'eau de surface, mais avec une connexion à l'eau souterraine et qui représente certains milieux humides. Alors, le modèle a été modifié pour représenter les étangs temporaires et donc représenter leurs interactions avec le bassin versant, mais aussi leur percolation, donc leur perte et leur apport d'eau verticale aussi. Donc, ce modèle-là, puis en fait, pas besoin de regarder le détail de l'image ici, mais le modèle initial nous donnait les résultats qui sont en rouge. Donc, ça, c'est les hauteurs d'eau dans les étangs en fonction du temps pour 5 années, dans un étang ici, le S1 et le S6, pardon, en fonction des 5 années. Donc, le niveau rouge était définitivement pas bon, mais avec les modifications intégrées dans le modèle, maintenant, on est capable de représenter relativement bien les périodes d'activité hydrologique du printemps et la réactivation aussi au cours de l'été. Donc, c'est de la recherche assez fondamentale, vous me direz, mais ça a un usage très appliqué parce que maintenant, on peut utiliser ce modèle et l'interroger pour savoir, mais si on coupe les arbres autour de l'étang, si on pompe autour de l'étang, s'il fait plus chaud, s'il y a plus de pluie, s'il y a moins de pluie à certaines périodes, ça va être quoi l'effet sur l'hydropériode? Donc, on veut avoir ces outils-là pour être capable de comprendre où est-ce qu'on s'en va s'il arrive tel ou tel scénario. Donc, c'est un projet très intéressant qui ouvre des perspectives sur l'étude de ces milieux humides très peu connus, parce qu'isolés dans la forêt, isolés en termes de distance, parfois dans la forêt, parfois en périphérie des villes, et des milieux qui sont souvent pas considérés dans la protection, tout simplement. Donc, des retombées intéressantes pour la connaissance scientifique, les outils, mais aussi des protocoles. Et là, par exemple, le MFFP nous a demandé de développer un protocole qui est en train d'être testé maintenant pour la 2e année et qui sera en ligne par la suite. Donc, c'est une contribution assez concrète de la chaire, je pense, qui peut fournir des protocoles qui pourront être utilisés dans d'autres contextes similaires ou adaptés pour l'utilisation, mais testés et basés sur la connaissance scientifique. Un autre projet, puis j'ai mentionné tout à l'heure que j'en dirais quelques mots maintenant, c'est sur la connectivité, puis j'aurais dû dire la connectivité hydrologique, parce que connectivité, c'est un terme qu'on peut utiliser de différentes manières. Catherine a parlé de la connectivité au niveau des territoires pour le déplacement des espèces, des grands mammifères, par exemple. Mais ici, on parle de connectivité hydrologique, donc entre les milieux humides et l'eau souterraine et l'eau de surface. Alors, c'est une initiative, en fait, qui est basée sur des travaux qui ont été faits par Éric Rosa de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et publiés en 2018. Des travaux qui ont
permis, en fait, d'utiliser de l'information cartographique qui est disponible facilement maintenant pour classer tous les milieux humides sur un territoire. Et le classement se fait avec des diagrammes ternaires que vous voyez ici, mais je ne veux pas m'attarder sur la mécanique de l'approche, mais disons que dans le premier triangle en bas à gauche, on va classer les milieux humides selon leur connectivité en fonction de la nature des matériaux géologiques auxquels ils sont le plus près, desquels ils sont le plus près. Donc, de l'argile, du roc, du sable. Et dans le triangle en bas à droite ici, c'est la connectivité de des milieux humides avec l'hydrologie. Donc, est-ce que les milieux humides donnent naissance à un cours d'eau? Est-ce qu'il y a un cours d'eau qui traverse le milieu humide ou est-ce que le milieu humide est collé sur un lac? Donc, une connectivité hydrologique différente. Et ces points-là sont projetés sur un losange ici. Losange qu'on a rapporté à cette image, là, ce bloc diagramme ici, dans notre application qui a été faite, et ça, c'est le résultat de l'étudiante Rachel Laplante qui a terminé en 2021, dans le cadre du PACES Laurentides-les-Moulins qu'on est en train de finaliser. Donc, avec une bonne connaissance de la géologie de surface, donc une bonne cartographie, avec l'hydrographie LIDAR, donc l'hydrographie détaillée qui est basée sur le LIDAR, et une cartographie des milieux humides, on a réussi à appliquer la méthode, donc à identifier un certain nombre de milieux humides d'une certaine taille, et de voir dans quelle section de ce losange en haut les milieux humides se positionnent. Dans ce projet-là, la très grande majorité des milieux humides, on en retrouve plus de 80% qui se retrouvent dans la pointe complètement là, du losange ici. Et ces milieux-là sont surtout en amont des bassins versants, connectés à une nappe qui est libre, donc exposée à l'atmosphère, et ils donnent naissance à des cours d'eau. Donc, c'est une cartographie assez particulière, sans doute, pour cette région-là, qui dépend de la géologie, de la topographie, qui dépend de beaucoup de facteurs, mais une cartographie qu'on aimerait pouvoir tester dans d'autres régions du Québec. Donc, on a un outil ici qui est régional, qui utilise la donnée, en partie c'est de la donnée PACES, mais aussi de la donnée existante, comme l'hydrographie LIDAR détaillée, la cartographie des milieux humides, qui intègre l'information pour établir une connectivité entre les milieux humides et l'eau de surface et l'eau souterraine. En soi, ça ne permet pas de répondre à toutes les questions, mais ça nous permet de cartographier les secteurs où, si on a une connexion avec la nappe, alors on a une connexion potentielle avec la nappe, on va dire comme ça, parce qu'on ne peut pas faire de vérification sur le terrain pour chacun des types de milieux humides. Mais si on a une connexion potentielle avec la nappe, s'il y a une modification des niveaux de nappe, donc il pourrait y avoir un risque pour le milieu humide qui lui est connecté. Donc, ça permet d'intégrer de l'information de base acquise par PACES ou par d'autres sources, puis d'amener ça à un autre niveau. Donc, c'est un peu dans le sens des indicateurs qui ont été mentionnés tout à l'heure. Et on pourrait imaginer une utilisation de cette approche à l'échelle du Québec, puis en fait, c'est ce qu'on souhaiterait faire, on souhaiterait l'utiliser partout, pour ensuite pouvoir associer une cote à chaque milieu humide. Donc, est-ce que ce milieu-là est en tête de bassin, est-ce qu'il alimente un cours d'eau, est-ce qu'il y a un cours d'eau qui le traverse, etc., pour pouvoir fournir l'information de plus en termes de connectivité qui pourrait être utile notamment pour les prochaines versions des PRMHH, par exemple. Maintenant, ce n'est pas trivial de faire ceci, vous le devinez bien, vous avez l'habitude de travailler avec des données cartographiques. Si on utilise la géologie de surface d'une certaine source, ça donne un résultat, d'une autre source, ça donne un autre résultat. La cartographie des milieux humides aussi est différente selon les régions, les niveaux de détail n'est pas le même, le niveau de vérification de la donnée n'est pas le même. Même chose pour l'hydrographie. Donc là, nos prochaines étapes sont de baliser les variables et les paramètres qu'on doit utiliser pour la méthode dans certains différents contextes et pour pouvoir faire des recommandations sur l'application de l'outil à l'échelle de plus grands territoires. Donc, une démarche à la fois scientifique et très scientifique, assez fondamentale et assez appliquée aussi pour en faire un outil. Donc, on est vraiment dans le cheminement vers la mobilisation de cette connaissance. Donc, ça, c'est un projet qui est en cours également. Puis le dernier projet que je voulais présenter, en fait, ce n'est pas tant un projet comme une démarche à long terme.
On l'a mentionné tout à l'heure, j'ai souligné le fait que pour faire de la recherche, ça prend du temps, mais ça prend aussi beaucoup de données. Ça prend de la donnée, ça prend des fonds aussi, vous me direz, évidemment, ça prend de l'argent, mais ça prend beaucoup de données. Puis, quand on fait de l'observation de milieu naturel, on a besoin de la donnée à long terme. Si on a de la donnée pendant une saison, ça va toujours à donner que c'est une saison particulièrement sèche, particulièrement humide, particulièrement orageuse, particulièrement avec un printemps particulièrement tôt ou tard, trop de neige, beaucoup de neige, pas assez de neige, etc. Il va toujours avoir une spécificité à la saison. Vous connaissez notre climat. Et pour aller au-delà de ça, on a vraiment besoin de beaucoup d'années. Donc, l'idée ici, et puis c'est une des questions de recherche de la chaire, comment assurer le suivi à long terme des milieux naturels dépendants des eaux souterraines. En fait, à l'échelle du Québec, il n'en existe pas de suivi de leur hydrologie en ce moment. Par contre, on fait des travaux, on l'a mentionné aussi, Joël l'a mentionné en introduction tout à l'heure, au Laboratoire naturel du Mont-Coville. Depuis maintenant 2006, cette année, on fait un bilan des 15 années d'hydrologie de Coville, mais aussi à Canuck Nature, avec beaucoup d'autres partenaires, mais on fait des suivis là, depuis déjà plusieurs années avec l'information qui est disponible, qui est rendue disponible aux autres chercheurs notamment. Mais on commence à avoir de la donnée quand on parle de 15 ans pour Coville, on commence à aborder le long terme, mais le long terme, c'est aussi 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Donc, on a besoin de ces sites-là où est-ce qu'on a une pérennisation du suivi, une pérennisation de la donnée qui est acquise aussi. Canuck Nature puis Coville sont comme deux sites tests où est-ce qu'on développe une certaine expertise de comment on devrait les suivre, ces milieux-là. Puis là, on est en train de préparer, et ça faisait partie des projets initiaux qui étaient prévus dans la chaire, de développer un réseau de ces laboratoires naturels. Alors, de fil en aiguille, on est passé de faisons un réseau québécois à faisons un réseau pour l'Est du Canada avec l'implication de partenaires de recherche que vous voyez ici, donc l'Université Laval, l'UQO, Dalhousie, Université de Montréal, et aussi avec Conservation de la nature et Canuck pour mettre en place des observatoires ou des laboratoires. On va utiliser observatoire en anglais, plutôt laboratoire en français. On a appelé, en fait, le nom anglais de l'initiative, c'est Cloud to Aquifer Natural Observatories, CANO, qui fait un acronyme facile à se rappeler. Et puis, on est en train de travailler, donc c'est un projet en préparation, une demande de financement qui va être déposée ce printemps à la FCI Innovation. Donc, c'est un gros projet, là, on parle de plusieurs millions, pour faire de l'instrumentation, du suivi puis on parle de très long terme. Donc, on veut intégrer dans ce réseau-là Canuck Nature et Coville. C'est des sites très, très emblématiques pour nous. Il y a la forêt Montmorency, qui est aussi un site emblématique pour le Québec, où on n'a pas travaillé encore, mais où il y a beaucoup de chercheurs qui sont actifs depuis les années 60. Beaucoup de suivi qui se fait, énormément de sciences qui est développé là. Et un nouveau site sur la rivière Bernard sur la Basse-Côte-Nord et 2 sites dans les Maritimes où on vient étendre le suivi dans des contextes différents. Et ces sites-là, on veut les connecter avec ce qui se fait ailleurs au Canada. Donc, l'idée, c'est d'aller maintenant on sait comment faire des suivis, on veut développer des protocoles communs, on veut se projeter dans l'avenir, puis on veut assurer des suivis à très long terme. Et puis à tout ça se greffent des sites périphériques aussi, des sites périphériques dans lesquels on fait déjà des suivis. Puis là, c'est ceux qui sont encerclés en jaune ici, mais c'est des suivis qu'on veut faire à long terme. Et puis, dans ce cas-ci, on a volontairement tendu la main à d'autres organismes. D'autres organismes nous ont tendu la main, puis on va mettre les choses en place de manière conjointe. Donc, dans le cadre du PACES, on a mis 2 bassins versants instrumentés qu'on va ce printemps transférer à la région pour les suivis à long terme. Même chose pour la tourbière qui est la tourbière d'Écarie, où le suivi à long terme est très pertinent pour les questions de protection.
Là, ici, c'est la tourbière de la réserve écologique qui est le complexe de milieu humide de Lanoraie. Où on a un projet en ce moment, et la tourbière du lac à la Tortue, où mon collègue Marc-André Bourgault commence à faire des travaux et où on souhaite être impliqué. En fait, Marc-André nous a tendu la main pour qu'on soit impliqué pour un suivi de l'eau souterraine. Donc, c'est un suivi à très long terme qui est prévu là aussi. Donc, on a besoin de cette donnée à long terme, puis on a besoin de se projeter dans le futur. Et je pense que ça peut être un leg très important de la chaire. Dernière diapo, c'est ça, c'était juste c'est comme un petit échantillon de ce qu'on fait. Ici, j'ai listé quelques autres projets sur lesquels on travaille. J'ai mentionné le suivi des temps temporaires avec le MFFP. On veut peut-être étendre ce suivi-là à d'autres régions aussi. On est en discussion pour ça. Tout à l'heure, Andréane a parlé du transport. Le lien transport au souterrain n'est peut-être pas très évident, mais ici, on a un projet avec le MTQ, financé par le MTQ, pour essayer de quantifier l'impact de la construction routière sur l'hydrologie, la végétation des tourbières sur la Basse-Côte-Nord. Donc, c'est le prolongement de la 138. Donc, c'est les transports au milieu humide, au souterrain qui sont connectés. Je vous l'ai dit, on a un projet dans la région de Lanoraie, on travaille sur les conflits d'usage de l'eau, conflits d'usage majeurs entre l'irrigation, l'agriculture, le besoin en eau des populations pour d'autres usages aussi, et l'écosystème lui-même. On travaille toujours au laboratoire naturel du Mont-Coville, je l'ai mentionné, on fait notre bilan des 15 années cette année. On a deux autres projets importants qui sont tout nouveaux là, de l'année dernière sur la connectivité des petits cours d'eau forestiers avec le CRSNG, CNOC et le MFFP, puis un projet sur la résilience et les services écosystémiques de l'eau souterraine, CRSNG, avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges aussi. Donc là, une implication très, très concrète d'une MRC dans un projet de recherche pour répondre à des questions, faciliter la gestion de l'eau. Tous ces projets-là, évidemment, visent à répondre à nos objectifs et spécifiquement aux questions qui sont là dans cette première mouture de la chaire où on est rendu à peu près à mi-chemin. Vous allez trouver d'autres infos sur le site de la chaire pour les projets. Les rapports, les publications, des fiches synthèse, etc. C'est quelque chose, notre site web est en constante évolution. On essaie de garder toute notre information à jour. C'est parfois un défi, mais si vous retournez régulièrement, vous allez voir des changements.